Le Wim Wenders, le sel de la Moi, ce Terre. qui m'a vraiment touché dans le sel de la Terre, c'est la découverte de ce photographe et de ses photos et de son parcours qui est incroyable et qui force le respect. Et du coup, ça me donne vraiment envie de découvrir plus ses photos, d'aller voir des expositions de lui. Donc ça, je vous invite fortement, tous les aspirants photographes, ceux qui s'intéressent à la photo, ils doivent mieux connaître, de le connaître déjà, en fait, je suis bête, certainement, mais ceux qui s'intéressent, qui sont amateurs de photos, en tout cas, à voir ce film et à découvrir ces photos telles qu'elles sont présentées aussi dans le film, donc c'est passionnant. On a déjà vu un Wiseman cette année, Albert Clay, qui était assez dense et phénoménal. Assez long aussi. Ça durait 7 heures. Dense. Non, 4 heures. 4 heures. C'était une durée dérisoire par rapport à ce qu'il avait fait auparavant. Non, c'est vrai qu'il fait des films parfois longs, parfois non. Albert Clay, j'avais plutôt apprécié en tout cas. Parce que j'ai l'impression que le style de Wiseman, la façon dans laquelle il rentre en immersion dans les lieux qu'il filme, doit être, j'ai l'impression, sensiblement la même d'un film à l'autre. Donc, c'est pas là où réside la surprise, mais c'est vraiment presque plus le lieu que nous, on aurait pour le lieu qu'il nous montre, qui serait intéressant. Enfin, plus ce rapport personnel au lieu qu'on découvre. À la limite, dans Albert Clay, il y avait des moments où, surtout toute la séquence de la grève sur laquelle on se focalise au moins un bon 3/4 d'heure, 1 heure, il y avait un événement dramatique important. Et sur cette longueur-là, ça pouvait faire office de matière intéressante. Dans National Gallery, ce qui m'a dérangé, c'est que, c'est vrai que c'est encore le même processus, il va à la rencontre de ces gens-là, de cette institution, on découvre les dessous, les coulisses, voilà, mais ça pourrait tout aussi bien être le musée du Louvre à Paris, ou alors, voilà, j'ai l'impression de redécouvrir un musée que je connaissais déjà, en fait. National Gallery, je suis allé une seule fois avec le lycée il y a des années pour une journée, donc je ne connais pas évidemment tout, mais j'ai l'impression de découvrir le même fonctionnement interne que les grands musées européens ou des grands musées voilà, à travers le monde. Geronimo de Tony Gatliff. Jamais. Tony Gatliff, c'est du sous Costa Rica à la française. C'est un peu ça, c'est ce que je me suis dit en voyant la bonne annonce. Non, mais il fait du sous Costa Rica depuis 15 ans, donc ça va. Je ne pense pas que c'est la mauvaise copie de Costa Rica. Ça reprend vraiment la puissance de Costa Rica. Et il y a un peu moins les côtés grotesques en Gatliff par rapport à Costa Rica. J'adore le cinéma de Gatliff et je pense qu'on était vraiment un de ses meilleurs parce qu'il y a vraiment un triomphe de deux choses qui est la musique et la danse. Et donc la façon de montrer les corps est vraiment puissante. On a des scènes et des danses qui vraiment disent quelque chose sur le cinéma. Et justement, sont plus puissants que la parole. Je trouve que maintenant, le cinéma qui arrive mieux à s'exprimer, c'est un cinéma qui ne passe pas par la parole. Donc le cinéma de Gatliff, c'est un cinéma vraiment qui est très viscéral, qui arrive tout directement au sentiment, qui arrive à parler et c'est très différent de l'approche française. Moi, ce que j'adore en Gatliff, c'est un peu tout ce qui manque au cinéma français d'un certain côté. Bon, il y a un travail sur la musique qui est merveilleux. Et après, cette façon de montrer la violence qui est toujours extrêmement, jamais banale, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Whitebird, c'est marrant parce qu'en fait, que ce soit le Dolan, le Fincher ou le Araki, on est quand même sur des cinéastes qui ont fait des choses assez remplies, avec beaucoup de mise en scène, et qui là, je ne vais pas dire sont comme François Hollande, mais sont un poil un petit peu... on va faire la 5ème République, mais tranquillement. C'est l'art de la comparaison, c'est incroyable. Moi, pour le coup, j'ai moins aimé le côté assagi d'Araki sur Whitebird. Je suis d'accord. Voilà. Moi, en fait, Whitebird, pour moi, il fonctionne par vision. Des visions qui apparaissent comme ça pendant le film. Et il y a des moments qui sont de très belles visions. Les visions du passé sont magnifiques. Ouais. Avec Eva Green. Beaucoup trop rare. Eva Green qui est juste monumentale. Pour moi, c'est un des points faibles du film. Enfin, Eva Green Eva Green est le point faible de tous les films dans lesquels elle joue. Non, justement, dans ce film-là, elle fonctionne très bien comme une vision totalement dingue et
qu'on n'arrive absolument pas à caractériser. Ouais. Et c'est ça qui est bien. C'est ce qui n'est pas caractérisable. Non, mais et dans ce film, ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas caractérisable. C'est intéressant C'est qu'en vrai, fait, toi, c'est ça un a peu marché. sujet. En fait, ça a marché sur toi, ça a pas du tout marché sur moi. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait cette volonté de faire une espèce de vision de la mère comme ça, qui est intouchable, voilà, on ne sait pas trop, avec plein de mystères autour d'elle, etc. Et moi, je trouve, c'est une erreur de casting monumentale, quoi. Et Eva Green, c'est une erreur de casting monumentale. J'aurais aimé voir une autre actrice, déjà une actrice qui sait jouer. J'aime bien Julianne Moore, moi, dans ce rôle-là. Non, mais parce que... Attends, mais je vais te dire pourquoi. Pour le Todd Haynes. Oui, exactement. Parce que il y a des gens qui ont rapproché ce film-là de Loin du Paradis, qui est un film sublime. Mais je pense que ça l'aurait pas fait, parce que au final, il y a une fantaisie dans ces visions arakiennes. Alors que dans Todd Haynes, il n'y a pas de fantaisie. Là, c'est une fantaisie un peu viciée, et c'est ça que j'aime bien. Et au final, Eva Green, dans tout ce qu'elle incarne de mauvais dans le jeu d'actrice, eh bien, ça correspond. Quelque chose de vicié, de pas net, de pas lisse. Ce qui me touche beaucoup chez Gregg Araki, c'est cette tendresse avec laquelle il revient toujours. Il est toujours sur un plan affectif avec ses personnages, mais il traite toujours ce côté, que ce soit à des moments parfois de façon drôle ou parfois de manière plus triste, mais toujours il est dans la bonne gravité aussi. Et sa temporalité, j'aime bien sa temporalité là-dessus, la manière qu'il a de traiter le temps aussi avec ça. Il est toujours au bon endroit et c'est appréciable. Vincent, le Araki que tu avais vu Oui, je m'attendais quand même un peu plus de radicalité de la part d'Araki par rapport à ce qu'il avait fait avant. Mais après, moi, j'ai été assez pris dans l'intrigue. Tout ce côté mystérieux, le côté, surtout par rapport au personnage d'Eva Green, qui est une espèce de grand Manitou, qui est comme ça et qui tient la famille d'un bout de bras, qui castre le père de façon assez poussée, qui aboutit après à tout à une espèce de drame. Moi, c'est un peu comme je le disais dans le podcast d'avant, une espèce de pendant d'American Beauty. C'est vrai, ça peut, le cadre est le même en plus, qui se barre l'Amérique. C'est vrai. En moins, peut-être, oui, bien sûr, toute proportion gardée, mais pour moi, il y avait un peu de ça. Le père qui était une espèce de, comme elle dit, comme Shailene Woodley dit dans le film, une lavette, quoi. Il est là et il n'ose jamais dire ce qu'il pense, il est toujours en train de dire où est ta mère, et la mère est là. On sent que le père n'a pas su peut-être donner à cette femme, à cette magnifique femme qu'il a pris dans son foyer, avec qui il a fondé un foyer, il n'a pas su lui donner le rêve qu'elle voulait, peut-être, je sais pas, des rêves de grandeur. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle se venge un peu comme ça sur sa famille. Mais c'est ça où le film est quand même, je trouve, quand même aussi assez subtil aussi, plus profond en tout cas, assez profond. Que même le personnage de la mère, évidemment, c'est aussi, on comprend que c'est un personnage, ils sont tous, mais torturé parce qu'elle est jalouse de sa fille, qu'elle avait un rêve et que parce que ce rêve n'est pas satisfait, elle se permet de se comporter odieusement aussi dès que quelque chose ne va pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aussi ils sont tous confrontés c'est là où je dis ils sont tous un peu cassés, parce qu'ils s'attendaient tous à quelque chose, ils avaient tous de leurs rêves propres, personnels, qui n'étaient pas nécessairement ceux de leurs proches, et parce qu'il y a quelque chose de pas satisfait, il y a quelque chose de brisé en eux, qui n'est pas satisfait, et ça rejaillit de cette façon-là sur leurs proches. Ça se passe comme ça. Après, moi, je suis mitigé sur le film, mais Eva Green m'a plutôt plu dans ce film, en tout cas. Les acteurs m'ont plu dans le film, en général. Non, la petite jeunette... ennuyé, en fait. Oui, Parce que je n'ai jamais été devant un Araki. Tout à fait. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Bah oui, parce que c'est pas aussi virulent qu'un Mysterious Skin, et c'est pas aussi décadent et ludique qu'un Nowhere ou un Kaboom. Ouais. Donc, on est dans un entre-deux. Oui, c'est complètement dans un entre-deux, même sur les thématiques. Qui en même temps peut-être correspond à son moment, bien sûr, à son état, et au livre qu'il adapte. Encore une adaptation, faut le signifier. Donc ça correspond peut-être à ça. Mais le twist final, il a écrit lui-même. Parce qu'avant ça, on est dans une progression, on est presque dans un Agatha Christie, quoi. C'est un peu mou, il y a un petit côté, on enquête, bon, c'est pas fou, quoi. Et même il y a des scènes de rêve, sont
c'est un peu un cliché de scène de rêve, il n'y a rien de fou. Oui, mais là encore, les scènes de rêve ont quelque chose de fantaisiste. Et autant il y a des twists dans certains films qui fonctionnent pas sur tout le monde, etc. Autant ça, c'est un twist qui fonctionne, mais sur tout le monde. Et il y avait. Effectivement, enfin, moi en tout cas, quand je l'ai vu, c'était assez. Enfin, les gens ont réagi. Il y a eu quelque chose. D'épidermique. D'épidermique, quoi. Après, il y a donc des choses intéressantes sur le couple, je trouve qu'il se passe il y a quand même des choses intéressantes sur... en fait, c'est-à-dire que dans le film, la fille, l'héroïne, va avoir 3 mecs, si je me trompe pas, et à chaque fois, ça se finit mal. Ses parents, ça se finit mal. Finalement, le seul couple qui tient debout dans le film, c'est un homosexuel et sa copine. Alors, c'est un couple d'amitié, en fait, mais en fait, pendant tout le film, qui se déroule sur plusieurs années, ils sont toujours ensemble. Et à la fin, ils partent en voiture ensemble, et ils vivent comme un couple, mais rien de sexuel. Lui, il est homosexuel, elle, c'est une fille obèse, très, très, très noire, énorme. Et donc, finalement, c'est eux qui ont l'air de vivre bien ensemble. Je trouve que cette manière dont il a dessiné les couples le twist prend tout son sens sur le couple, sur les sur les codes du couple, bien sûr, mais sans que ce soit mais d'une certaine manière génial, d'une certaine manière, le fait que le personnage principal, la jeune fille, ses relations de couple se concluent jamais réellement, peut-être aussi c'est sa pleine indépendance, et c'est aussi un regard sur l'indépendance d'une jeune fille. Oui. Qui refuse qu'un homme lui dise d'arrêter de fumer, qui refuse de coucher avec un flic de 45 ans jusqu'à la fin de ses jours, etc. Donc tu as différentes visions. Moi je trouve qu'elle est c'est une vision positive de la jeune fille quand même, de la jeune héroïne. Oui. Très positive. Oui, qui se détache de des hommes à chaque fois. Je trouve que l'actrice n'est pas extraordinaire, mais ce qu'elle porte en tant que personnage, c'est assez beau. C'est une très belle héroïne de cinéma. Quelques mots sur Annabelle, la vraie, pas l'incarnation. Sur la vraie, la seule et l'unique. Alors, pour que la vraie peut-être moins de charisme que la fausse. Mais... juste, est-ce que ça a un rapport avec Conjuring? Parce que moi j'ai vu Conjuring. Oui. Mais je dois avouer que Mais pourquoi pas? C'était très bien Conjuring. Oui, on en a parlé. Oui, c'était un très bon film. C'était un très bon film. Mais je me souviens. Alors je suis vraiment passé à côté de ce film, mais il y a cette poupée Il y a cette poupée, mais sauf qu'en fait, elle a effectivement, en fait, elle a pas un grand rôle dans Conjuring, mais en revanche, tout le monde l'a retenue. C'est pour ça, franchement, elle a effrayé beaucoup de monde. Ce qui fait que les producteurs se sont emparés du truc et ont décidé de faire un spin-off qui s'appelle Annabelle, voilà, pour recentrer vraiment sur cette fameuse poupée maléfique. Attends, mais c'est même au début, Seb, non? C'est au début de Conjuring, non? Il y a pas un peu à plusieurs moments. C'est au début et à la fin. Conjuring, en gros, ça part là-dessus. Après, effectivement, t'as toute l'histoire. J'arrivais pas à replacer. Mais maintenant que tu en parles, en fait, je me souviens plus vraiment de son rôle dans Conjuring. Ce qu'il y a dans Conjuring, c'est un peu un film somme de plein de films cultes d'horreur. C'est un film qui avait un aspect intéressant sur son rapport un peu amoureux aux autres films d'horreur. Donc il y avait énormément de choses dans Conjuring. Tu savais pas où ça allait aller. Il y a un moment donné, c'est l'exorciste. Au départ, c'est d'autres choses. Et il y avait comme ça un flashback. Enfin, il y a plein de récits enchâssés d'horreur à l'intérieur, avec ce couple de médiums et de chasseurs de fantômes, enfin de choses comme ça. Ça se finit en plus en mode exorciste, et à un moment donné, t'as des oiseaux qui se mettent un côté apocalyptique, j'ai l'impression d'être dans les oiseaux. Il y a plein de petits clins d'œil, de gros clins d'œil, de choses comme ça. Et ça se mariait très bien dans un côté très popcorn, spectaculaire, où l'horreur fonctionnait à plein. Et il y avait donc cette poupée de temps en temps qui du coup faisait clin d'œil à toutes les poupées maléfiques du cinéma et des séries, enfin et de Chucky, etc. Et donc du coup se concentrer sur Annabelle, c'est faire quelque chose d'automatiquement moins bien, quoi. C'est un forcément peu parce que moi en tout cas au cinéma, surtout dans le cinéma d'horreur, moi ce qui me plaît c'est qu'on me présente, on me présente des icônes, c'est-à-dire que, oui. mais pas qu'on se serve de quelque chose effectivement qui a plu dans un film pour en faire une nouvelle icône à travers un spin-off. C'est ça qui est pas intéressant, je trouve. Mais bon, cela dit, il y a quelques trucs
Il y a quelques scènes assez effrayantes dans Annabelle qui marchent. C'est un film à ascenseur. Moi, ça fait partie des films à ascenseur parce que moi, il y a un genre de film. Il y a une très belle scène d'ascenseur. Il y a une très belle scène d'ascenseur. Voilà, il y a des films comme Drive, des trucs comme ça. Voilà, où on se souvient des scènes d'ascenseur. Et ben là, on se souvient d'Annabelle pour la scène d'ascenseur. Oui, c'est vrai. C'est ça que tu voulais dire, c'est un film d'ascenseur. J'ai regardé Conjuring et Annabelle ensuite. Bah oui. Apparemment. Alors Nico se souvient du film, pas que pour la scène d'ascenseur. J'ai du mal à dire, voilà, si le film était réellement effrayant ou pas. Je peux pas le dire parce que j'ai vécu en fait la polémique qu'il y a eu ensuite quand je suis allé au cinéma. Oui. C'est-à-dire qu'on y est allé à la sortie. Très vite, le week-end qui suivait. Donc il n'y avait pas encore eu dans les médias cette histoire d'ados qui vont tous se regrouper, qui foutent un peu la merde. Et donc en fait on était dans une salle où, à part une vieille de 60 ans, il n'y avait que des collégiens. Mais c'était aux Champs-Élysées, donc il y avait 200... Enfin, je n'ai pas compté, mais une centaine de collégiens ou de lycéens. Donc ce qui fait que c'était assez marrant de le vivre comme ça. Et effectivement ça marche super bien sur eux. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a énormément quand même de clichés. Si tu as vu 2-3 films d'horreur, tu vois venir beaucoup de choses quand même. Il y a quand même pas mal de choses que tu vois venir. Mais là, alors surtout les jeunes filles, tu vois, elles hurlaient et moi ça me faisait sursauter. Donc j'avais peur des sursauts des jeunes filles, en fait. Donc je savais pas si j'avais peur du film ou des jeunes filles, je savais pas ce qui me faisait le plus peur. Mais ça fonctionnait bien. Et il y a même des garçons, donc des ados, qui voulaient faire les malins pour se la péter et tout, faire genre qu'ils n'avaient pas peur. À un moment donné, c'est des films qui fonctionnent sur des sursauts et puis tout d'un coup des silences, tu vois. T'attends. Et là il y a un mec dans la salle qui fait bouh. Alors là tu vois, t'as les meufs, mais t'es con, machin. Et là 5 secondes après il y a eu un vrai effet et le mec s'est mis à hurler et tout le monde a hurlé. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc le film fonctionne plutôt pas mal. Ouais. C'est un sous-Conjuring, mais il y a tout de même 2-3 éléments enfin il y a des idées pas mal. Le scénario est nul, quoi. Le scénario est nul. Il y a quelques idées de mise en scène qui sont pas trop mal. Le début, j'ai bien aimé le début, en fait, où la caméra... à un moment, il y a une scène, en gros, où... Ça, j'ai trouvé... Ça, c'est effrayant. Quand la caméra passe vers la fenêtre des voisins, et en fait, on voit ce qui se passe sans entendre. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'aime bien qu'on travaille sur le son, comme ça, qu'un film d'épouvante travaille sur le son ou sur le non-son, voilà, comme ça. Et... ça, voilà, c'est des bonnes idées. Et d'ailleurs, je me suis dit, ça démarre bien, peut-être que ça va être pas mal. Le début est très bien. Et au final, on déchante assez rapidement. Oui, c'est ça, le début est très bien, et la fin, petit à petit, ça devient assez ridicule. Ouais. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça sombre un peu dans le ridicule. Est-ce que juste ça fait quand même du bien à Conjuring ou à Annabelle de voir enfin des films qui ne sont pas Paranormal Activity numéro 6, moi, j'ai toujours préféré ça. Moi, j'ai toujours préféré, effectivement, quelque chose... C'est-à-dire des films où l'horreur, il y a Massacre à la tronçonneuse qui ressort aujourd'hui, c'est-à-dire des films où effectivement c'est des films d'horreur mais où il y a de la mise en scène. Oui. Et du coup on avait tous ces Blair Witch, Paranormal Activity qui ont complètement tué. C'est revenu avec Insidious de James Wan. Ouais. Parce qu'en fait effectivement Insidious a eu son petit succès et ensuite il a surfé, en fait il a ressorti 2 films quasiment la même année, je crois. Conjuring et Insidious 2 sont sortis quasiment la même année. Et on est revenu un peu à ça, à la mise en scène horrifique, au sens noble du terme, quoi, plutôt qu'effectivement... Parce que ça devenait chaud, parce qu'on avait Rec, on avait... Enfin, voilà, moi, je suis pas un fan du film d'horreur, il y a eu Catacombe, là, récemment. Voilà, septembre. Dans le genre fan footage. Début septembre. Et voilà, fan footage, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le terme que tu cherchais. Oui, on sort un peu de ça. Moi, j'ai toujours préféré ça, de toute façon. Après... c'est fait avec plus ou moins de talent, mais voilà, bon, Annabelle, voilà, c'est comme ce que disait Nicolas, c'est un sous-Conjuring. Et Babadook. Non, mais j'allais citer par rapport. Parce que je l'ai pas vu, mais ça m'intrigue. Alors pour le coup, rien à voir. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans Babadook, pour moi, c'est le meilleur film d'épouvante de l'année pour l'instant. Qui est sorti cet été, hein. Qui est sorti cet été. On est large. Non, mais rien à voir dans la mesure où dans Babadook il y a de la mise en scène et il y a des vraies idées, et la peur est pas... C'est-à-dire, la différence entre un film comme Annabelle et un film comme Babadook, la peur fonctionne pas de la même manière. C'est que pour un film comme Annabelle, ça fonctionne sur, comme ce que tu disais, des espèces de jump scare enfin,
on peut pas faire autrement que de sursauter, parce que de toute façon c'est fait popcorn, pour. voilà. Et un film comme Babadook entretient un espèce de, enfin étire le sentiment de peur sur la durée, et ça c'est excellent. C'est vraiment. Et c'est une peur qui est liée aussi à ce qui arrive aux personnages, Oui, profondément. voilà, Les personnages ont des troubles. Non mais Enfin, c'est bien écrit, quoi. Exactement. Le scénario est intéressant. Le scénario est intéressant. Voilà. Qui plus est, donc c'est sûr que ça gagne. Dans Annabelle, pour les cinéphiles d'horreur, il y a quand même un jeu de référence, comme dans Conjuring, qui est marrant. Voilà. Donc pour eux, c'est bien. Pour les ados, c'est bien. Pour passer un bon moment, mais après, c'est pas un grand film du tout, quoi. Mais il y a un jeu de référence aussi dans Annabelle, comme dans Conjuring, un peu. C'est un mix un peu entre Chucky, Rosemary's Baby. Il y a Charles Manson au départ, c'est des histoires de sectes. Ça fait assez peur, c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, j'ai même été déçu parce qu'en fait, je me suis dit, mais moi, si ça. Bon, après, de nouveau, spoiler, le côté spoiler, mais je me suis dit, si ça va un peu comme dans Rosemary's Baby vers le truc de secte, ça va me plaire. Et au final, c'est pas du tout ça, c'est des histoires de démons, c'est des vraies histoires de démons. Oui, voilà, c'est ça. C'est presque décevant à ce niveau-là. Et il y a un personnage de femme noire qui est très étrangement utilisé. Oui, J'ai trouvé ça très bizarre. Totalement inutile, même. Parce qu'en plus, c'est dans les années 60 que ça se déroule comme dans les années 60 ou 70, enfin plutôt 70, parce qu'il y a les premiers hippies, tout ça. 60. Ouais, je sais pas exactement à quelle époque. Donc il y a ce côté, les drogues, les sectes. Et du coup, ce personnage de noir, je me suis demandé ce qu'il voulait dire avec ce personnage. J'ai pas compris exactement quoi. C'est un personnage au départ, tu penses que c'est elle le démon, donc tu te dis c'est un peu flippant quand même sur le côté racisme. Et à la fin, c'est totalement l'inverse, donc tu te demandes un peu. Oui, peut-être que c'est pour dire qu'à l'époque, les gens étaient racistes et qu'en fait, les Noirs se sacrifient pour sauver le monde. Je sais pas, j'ai pas bien compris, c'est un peu bizarrement. Donc il y a des petits trucs, mais bon, c'est pas un grand film. Peut-être un petit mot sur Le Paradis d'Alain Cavalier. Une petite dédicace au papy, parce qu'il est quand même Cavalier, je crois qu'il a 80 ans, et en fait il en paraît 50, quoi. Je comprends absolument pas cette apparence physique qu'il a. Mais Le Paradis, donc Nico, tu l'as vu? Toi aussi, tu l'as vu? Oui, Le Paradis. Oui, excuse-moi. C'est-à-dire que moi, en fait, c'était mon premier Cavalier, donc j'ai pas énormément de choses à dire, je le découvre. 1h10 1h10, c'est un beau film, un beau petit film. C'est un Cavalier qui me fait énormément plaisir, en ce sens qu'il nous permet de nous évader un petit peu, alors que ces derniers films étaient assez cloisonnés. Notamment le dernier Pater, qui était quand même très pesant, très bon, mais très pesant. Très engagé, alors qu'il ne voulait pas se dire engagé, mais il était engagé quand même. On était enfermé avec un dispositif qui pouvait parfois frôler l'agacement. Et finalement, il revient avec Le Paradis vers des visages d'acteurs et d'actrices. Donc ça fait longtemps qu'il n'avait pas filmé d'acteurs et d'actrices, si ce n'est Vincent Lindon. Et également, il s'intéresse à la manière d'un être qui est constamment curieux et constamment éveillé à la mythologie, à la religion, sans prise de tête, seulement par petites touches, comme ça. Un peu comme de l'art naïf, qui voudrait dessiner quelque chose, signifier quelque chose, sans le dégât des sens et le dégât de la théorie. Et c'est ça qui est beau. Et j'en parlais avec Nicolas tout à l'heure, on se disait, c'est peut-être moins théorique et moins époustouflant que le dernier Godard, oui. Mais ça reste une petite forme artisanale, et expérimentale, qui a toute sa place et qui agit comme un bol d'air. L'air que je n'ai pas eu avec Mommy, je l'ai eu avec Cavalier. Parce que Cavalier ouvre le cadre un moment comme ça. Non, c'est du 16-9e, c'est du 4e, je me souviens un peu. C'est du 16-9e. Non, mais il filme très bien les mains. Donc Nicolas, je pense que... Les mains et les ciels aussi. Tu ne peux qu'aimer les mains de Cavalier. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de belles choses. On est toujours en DV.
Enfin, on est toujours en. Oui, c'est une petite caméra, oui, je crois que c'est ça. Ouais, On la voit, d'ailleurs, on voit l'ombre de sa propre caméra. Il y a un moment, on n'est plus en DV quand même. Je crois qu'on a une caméra un petit peu plus supérieure. Quand il filme les visages, je crois que la qualité est quand même plus forte. Il fait ressortir quelque chose de ses visages. Et c'est un film qui est tourné, je pense, sur plusieurs années, parce qu'on voit le personnage masculin tout à fait vieillir un petit peu. Et c'est ça qui est très beau. D'adolescent en même temps, adulte. on suit le rythme des saisons, on suit le rythme de l'éveil créatif de Cavalier, et ce qui est fascinant, parce qu'il est toujours très, très prolifique, Cavalier, et il invente. Quelque chose sur l'invention, il invente tous les deux plans, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Avec des jouets, parfois, avec des comme jouets, un enfant. Enfin, tout un travail sur les jouets. Non, c'est un magnifique film qui fait vraiment beaucoup de bien. Les précédents, on était quand même dans un univers un peu fort clos. Et moi, j'avais peur un peu de ça. Quand j'ai vu les images du film, dossier promotionnel, je me suis dit, du ciel, des visages qui ne sont pas des objets ou qui ne sont pas le visage de sa femme. Bon, peut-être que je vais redécouvrir quelque chose. Et en effet, j'ai redécouvert quelque chose. J'ai redécouvert un cavalier qui suit le rythme des saisons, encore une fois, Il y a quelque chose sur le passage du temps. Bah oui, mais depuis toujours. Alors oui, voilà, c'est le problème d'avoir vu que celui-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils enterrent un petit oiseau mort au départ au pied d'un arbre. Et puis ils mettent un petit totem comme ça qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et après, au fur et à mesure des saisons, ils retournent voir avec sa caméra ce que ça devient. Et l'oiseau a disparu. La nature a fait son travail. Des bûcherons a battu l'arbre au bout d'un moment, il n'y a plus que la souche, il y a des choses comme ça, sous la neige, ensuite les saisons. Et il relie ça avec des séquences, des fois où alors j'ai un souvenir un peu flou des textes cités, je ne sais plus ce qu'il y a, mais c'est presque cosmique. À un moment donné, donc il filme le ciel, la nuit, une sorte de coucher de soleil. Et il y a une boule, je ne sais pas ce que c'est, je me rappelle d'une boule, alors je ne sais pas ce qu'il a filmé, est-ce que c'est une boule à facettes de discothèque, je sais pas d'où ça vient, un saladier retourné, j'en sais rien. Et du coup, tu as l'impression d'être dans 2001 Odyssée de l'espace, quoi. Enfin, oui, c'est ça, c'est qu'il transfigure à tel point le réel, le quotidien, les objets du quotidien, qu'on en vient à être dans la science-fiction, dans le fantastique, dans la métaphysique. On est à la fois dans tous ces genres de films, dans tous ces genres du cinéma. Et sans jamais forcer le spectateur. Il nous laisse imaginer des choses. Enfin, voilà, c'est très libre, il n'y a pas des musiques. Enfin, il y a un peu de musique, mais il n'indique pas ce qu'on doit avoir ou quoi. C'est un petit objet poétique où chacun se projette. Donc c'est beau, quoi. Il y a une modestie qui est touchante. C'est vraiment très agréable, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que c'est Mais je comprends que des gens n'entrent pas dans ce dispositif-là. Le dispositif cavalier... il n'est pas évident, je l'entends. Je ne vais pas voir un cavalier avec qui que ce soit. Donc, c'est aussi une expérience qu'on vit seul avec l'objet. Et c'était bien. C'était un bon dimanche. Plus proche de nous, 22 octobre, bande de filles, Céline Sciamma, ou Céline Sciamma, je sais pas comment... Sciamma, je sais pas comment... Céline Dolan, je sais pas. Donc, bande de filles... J'ai un peu honte, c'est comme pour Cavalier, c'était mon premier Sciamma aussi, donc je vais pas avoir grand chose à dire. Et pourtant, il y en a que 3. Et pourtant, il y en a que 3. Hein. Et pourtant, ça m'intéressait, il faut que je les voie. Je les ai, ils sont prêts à être vus, mais j'ai pas eu le temps. J'ai vu un peu tous les films de Céline Sciamma du début, et j'ai aimé les premiers, mais là, avec Bande des filles, je pense qu'il y a une opération un peu particulière, dans le sens que vraiment, on fait un film qui, d'après moi, est facile, dans le sens que c'est un portrait très stéréotypé de la banlieue, et ça se voit vraiment que le sujet qu'il filme, c'est un sujet blanc de la petite bourgeoisie, quand même de la bourgeoisie, et c'est vraiment une opération de mettre l'autre, ce qui est différent, et de l'objectifier dans un cadre qui est vraiment presque l'analyse sociologique d'un sujet. Alors là, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la réaction du public français qui a vraiment aimé ces films. Ça se voyait aussi dans comment la salle réagissait à ce film. Alors là, vraiment, c'était une façon de séduire le public qui est très simple. Et de jouer un peu avec cette question qui hante un peu la conscience française, qui est la question
de Noirs en France, aussi par rapport aux émeutes qu'il y a eu dans le passé. Et donc là, je trouve qu'il fallait peut-être aussi un peu plus faire un travail cinématographique, parce que là, le sujet est particulier, mais au niveau cinématographique, il n'y a pas grand-chose, quoi. Par exemple, quand je pense à comment filmer les banlieues, l'esquive de Keshish, là, c'était quelque chose qui donnait un pari, un travail, soit aussi bien au niveau du sujet que dans la forme. Là, on est vraiment dans le banal. Et donc, je le dis ça avec un certain verbe parce que je vois combien ça a été aimé en France. Je pense que ça dit quelque chose sur le public français, en particulier le public peut-être parisien, plutôt que sur Céline Sciamma. Et du coup, si je peux me permettre, je comprends que chaque réalisateur a son thème à soi. Peut-être 4 films sur l'adolescence, peut-être ça devient un peu trop. Il faudrait aussi un peu diversifier les sujets, et là, devient un peu surexploité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. C'est ce que je disais peut-être avec Dolan. Est-ce que Céline Sciamma n'a pas atteint ses limites? Est-ce qu'elle a tout dit maintenant? Et que là, elle a fait un peu. Est-ce que là, elle a fait un film une fois qu'elle avait une légitimité après ces 3 films avec nombre de films, Le Sens des pieuvres et Tomboy. Est-ce que là, elle s'est dit bon, maintenant que j'ai une légitimité, je vais faire mon film sur mon fantasme, les filles des banlieues comme moi je les vois à travers le prisme de la bourgeoisie. Ce serait bien que ce soit quelqu'un vraiment issu de la banlieue qui prend parole sur un autre portrait. Pour moi, c'est vraiment une insulte à la banlieue. Moi, si j'étais un de ces filles-là, je n'aurais pas du tout apprécié. Je le trouve très, très malin aussi. Moi, c'est très raciste. Oui. C'est carrément raciste. Oui, à un certain point, oui. Ouais. Mais quand même, ça simplifie beaucoup les choses. C'est vraiment cette chose de mettre un peu les gangsters liés à l'imaginaire viril sur les femmes. Mais c'est rien. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas un profondeur dans ce film. Elle a voulu faire un roman d'apprentissage avec son personnage féminin et la faire passer à travers tous les rôles que la société lui donne. Je la cite, c'est ce qu'elle dit. Donc, à un moment donné, elle doit faire le ménage dans un hôtel, à un moment donné, tous les rôles qu'on veut bien lui donner. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est partie sur cette idée-là, parce qu'il y a des choses très belles au départ. Je ne sais plus combien de temps dure le film, mais en gros, pendant les 3/4 du film, c'est plutôt pas mal. Et vers la fin, le rôle qu'elle lui donne, que la société lui donne, je ne vois pas comment elle peut l'accepter. Donc ça devient cliché. Bon, je ne vais pas spoiler. Ouais. Donc on ressort avec une impression de cliché, effectivement, d'avoir regardé un peu Zone Interdite. Bon, après on est avec le personnage, on n'est pas dans Zone Interdite non plus, quoi. Enfin, on le vit quand même un peu avec le personnage, et il y a de belles choses. Sur l'amitié, il y a des belles scènes d'amitié, d'amour aussi. Je suis vraiment mitigé, quoi. Il faut vraiment le comparer avec ce qu'a fait Jean-Charles Hue avec Mange tes morts ou La BM du Seigneur. Lui, c'est vraiment un mec qui a passé du temps avec la communauté des gens du voyage et qui en a donné un portrait vraiment... qui n'est pas allé dans le naturalisme. Mais il y a vraiment ce côté-là, mais il y a vraiment le fait qu'il avait un scénario et qu'il a essayé à tout prix de faire suivre les acteurs justement qui étaient non professionnels. Il les a mis dans cette condition-là de cinéma. Je pense que là, Céline Sciamma essaye de faire... comme tu dis, c'est faux. On sent que c'est fake. Par exemple, en comparaison à Mange tes morts, où là, c'est vraiment très crédible. Et c'est ça qui, je pense qu'il manque une distance. À la fois une distance et une légitimité à Céline Sciamma pour faire un film qui soit entièrement composé de la communauté noire. C'est pas Spike Lee. Tout simplement un point de vue personnel et sincère sur ça. Exactement. Voilà, donc ce qu'elle aura pris le temps de découvrir ou de ne pas découvrir. Pour moi, elle a pas une vision globale, elle a une vision vraiment étriquée. Et elle prétend faire un film sur la banlieue sans en avoir aucune légitimité, ou alors juste un petit peu, ou pour, je sais pas, elle a fait des castings et elle était contente, mais non, c'est pas ça de faire. Le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est passer des années. Quand je vois Jean-Charles Hue qui nous dit qu'il a passé des années avec la communauté yéniche, je me dis, voilà, ce mec-là est vraiment, il les respecte. Il joue aussi, bien sûr, avec les clichés, les voleurs, les gens du voyage qui font des larcins, les chouraveurs, tout ça. Mais il le transcende et il en fait un sujet de cinéma. Chroniqueur anonyme, tu as envie
découvrir Céline Sciamma ou as-tu peur? J'ai très peur, surtout que j'ai vu Tomboy pour la deuxième fois. Je l'avais vu en salle quand il était sorti et je l'ai revu il y a peu. Et la première vision, la première émotion que j'en avais eue avait totalement disparu. Et c'est pas à cause de tout ce qui s'est passé autour du film. C'est que je pense que le film est périssable. Et j'ai pas revu La naissance des pieuvres. Je vais peut-être le faire avant de retourner voir, de découvrir Bande de filles. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose de périssable dans le cinéma de Cécile Sciamma. Céline, pardon Céline. Céline Sciamma, qui est liée à sa formation féministe, qui est liée à sa formation en scénario, qui est liée à la dépendance qu'elle doit avoir, je pense, avec les financeurs. Et donc, elle écrit beaucoup ces films. Et elle les écrit de telle manière qu'ils vont répondre à un cahier des charges qui s'inscrit socialement et narrativement. Donc, ce qui n'était j'ai une peur. Ce qui n'était pas le cas justement de Naissance des pieuvres. Non, Naissance des pieuvres, mon souvenir est assez fou. Alors maintenant sur Fury, de David Ayer, qui est sorti le même jour, le 22 octobre. Mon petit Nico. C'est encore moi. Écoute, oui. Alors, je n'ai pas vu Fury, mais alors l'affiche en fait m'a fait penser au retour du soldat Ryan. Alors, mais toutes les affiches, toutes les affiches des films de David Ayer sont affreuses. Qui est-il David Ayer, oui. C'est un réalisateur qui a fait un film qui s'appelle Au bout de la nuit avec, tenez-vous bien, Keanu Reeves. Et c'était en 2008, je crois bien, et c'était pas si mal. C'était ton Conjuring à toi. C'était peut-être mon Conjuring à moi, parce qu'à l'époque, je sais pas, j'avais pas encore le bac, donc j'étais encore très très jeune dans ma tête, et je regardais des choses parfois répréhensibles. Mais en tout cas, David Ayer, il a un micro talent, mais vraiment micro. Bah non, il a un certain talent, je veux dire. Est-ce qu'effectivement, c'est pas un talent certain. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas si mal Fury. Enfin, je suis allé le voir complètement par hasard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en tient à montrer. Enfin, pendant une partie du film, c'est encore ce même problème de il y a un peu de film en un qui luttent un peu l'un contre l'autre. Pendant toute une partie du film, il s'en tient à filmer la guerre de 39-45 et il nous plonge dedans. Comment il fait ? Il prend un jeune qui devait... alors moi je me rappelle plus bien du soldat Ryan, c'est possible que ce soit très proche du soldat Ryan, mais j'en ai un souvenir un peu saoulé de ce film. Il prend un jeune qui devait être dactylo, secrétaire dans l'armée, et comme c'est la fin de la guerre, c'est les derniers jours, ça va être bien... Je sais plus, c'est en mai, quelque chose. Il se retrouve finalement... à la guerre, dans un tank, dans un char, comment on dit, on peut dire les deux à cette époque-là, dans un tank, voilà. Donc il se retrouve là alors qu'il n'a jamais été entraîné pour. Donc on est, nous, spectateurs du 21e siècle, occidentaux, voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de se battre, quoi. Il a vraiment pas envie de se battre, mais ça c'est plutôt bien montré. C'est-à-dire que oui, on a envie d'épouser son point de vue, quoi, tu vois, les Allemands. Et Brad Pitt, voilà, c'est le chef, quoi, et il va lui former comme un bon prof que non, le nazisme c'est pas bien, il faut s'en débarrasser si on veut pas être tous nazis dans quelques années, donc il faut tuer. Et alors il y a un côté presque le film n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, mais les soldats se comportent un peu comme aujourd'hui des jeunes pourraient le faire devant un jeu vidéo, c'est-à-dire les Allemands, on va peut-être plutôt pas leur faire de mal, mais les SS, alors là, faut bien se défouler dessus, quoi. C'est un peu 10 points le SS et 1 point l'allemand, quoi. Il y a un peu un côté comme ça, qui était peut-être, qui paraît probable, quoi. Ça montre ce que c'est que d'être soldat et de se dire, en fait, t'as pas envie d'être soldat, c'est la guerre, mais t'as pas le choix, quoi. Mais il faut bien se faire une raison et se dire, je me bats pour quelque chose, quoi. Donc, c'est plutôt bien montré, ça. Il y a un côté dans la mise en scène très classique. On a l'impression de voir un film de l'âge d'or hollywoodien, très bien fait, comme Howard Hawks, tu vois, un truc comme ça. Et Brad Pitt, là-dedans, il est très bien, quoi. Avec ses cheveux très bien coiffés. Enfin, voilà, Brad Pitt, quoi. Jamais sali, tout ça.
Donc ce côté classique fonctionne bien. Et c'est vraiment la guerre avant tout. Il essaie pas de faire un mélodrame, c'est pas Pearl Harbor, il essaie pas de raconter à côté une histoire d'amour ou machin, quoi. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, le film, petit à petit, est gâché par plein de petites choses. Une musique pénible. Et vraiment, il y a une scène centrale où tout bascule. C'est-à-dire, il y a une scène centrale où le jeune, comme ça, pénètre dans une maison. Ils ont réussi à conquérir un petit village où ils ont tué le SS. Les Allemands se sont rendus. Voilà, et donc ils sont dans le village. Ils sont en Allemagne. Et ils pénètrent dans une maison, le jeune et Brad Pitt. Et là, il y a deux femmes. Il y a une scène assez tendre avec les deux femmes. Où au départ, elles sont effrayées, tout ça. Et où le jeune, il y a une mère et sa fille. Et le jeune, le héros, c'est pas Brad Pitt, le héros c'est le jeune. Le Brad Pitt c'est un personnage important, un mentor, mais voilà. Vont dans la chambre, on voit pas la scène, on sait pas trop, enfin on présume qu'ils font l'amour, mais voilà. Sur ce arrive le reste de la bande du tank, qui sont, tu vois, bien machos et tout, et qui foutent tout en l'air. C'est une scène très forte. Ils sortent, à ce moment-là il y a un bombardement. Alors, je vous raconte tout le film en fait, hein, mais bon. Et le village se fait bombarder pendant quelques instants. Et quand ils se relèvent, la maison est en ruine et la fille est morte. Cette scène, elle est très forte, on s'en rappelle. À partir de là, le film tombe dans le pathos. Il commence à avoir des références bibliques. Ça commence à devenir un gros film de guerre américain. Et tu comprends pas pourquoi. Et ça se termine sur... je trouve la fin très décevante. Donc voilà, je l'ai un peu long, mais pour dire qu'il y a vraiment deux parties dans ce film, avec des belles choses, et en même temps, un côté... oui, ça se termine... Shia LaBeouf, je sais pas comment on doit dire, joue un mec passionné un religieux, enfin un jeune qui... Alors voilà, ça c'est très cliché, mais au départ, on l'entend pas trop, il parle pas de religion. Et à la fin, il parle que de ça. Tu sais pas pourquoi, il y a deux films en un. Et à la fin, ça se termine vraiment en film américain où il est là, oui, dans le verset, machin, et, tu vois, enfin, c'est très ça me chiant. fait rire parce que c'est un danger pour lui-même de jouer un tel rôle. Mais il le joue très bien. Non, mais parce qu'apparemment, ça y est, il y croit à fond. Ah c'est parce il entre tellement dans ses rôles à chaque fois, c'est depuis Lars von Trier, que je l'ai trouvé, effectivement, je l'ai trouvé parce assez incroyable. Il ne s'en remet plus. Il joue très bien. Il y croit à fond. Ouais, peut-être qu'il y croit un peu trop à ses rôles, mais ça n'empêche que ça marche, parce c'est un rôle très secondaire. On le voit pas beaucoup chez LaBeouf, mais il joue très bien. Voilà, bon, la fin est décevante, tu comprends pas trop, les musiques sont pénibles, mais la mise en scène reste toujours assez classe, quoi, enfin, bien faite. Je sais pas. Moi, quand je t'entends parler de... Là, c'est plus sur la place de Brad Pitt dans le film, je m'interroge depuis 12 Years a Slave. Je m'interroge sur sa place, tout simplement, à Brad Pitt dans les films. C'est je me demande vraiment, maintenant... Il y a la place de Brad Pitt. C'est ça. Non, mais il y a une espèce de côté comme ça. Il ne voulait pas arrêter sa carrière, d'ailleurs. Je sais pas. Donc en fait, il voulait arrêter sa carrière, mais il a quand même décidé de faire des rôles qui servent son image. Je sais pas. C'est vraiment ça. C'est dégueulasse. Moi, la dernière fois, j'ai trouvé très bon dans Tree of Life. Ah oui, oui, parce qu'il était grossi, il était... Oui, mais non, mais il y avait quelque chose, voilà, on y croyait, là, père texan, je sais pas quoi. Hit me. Mais il fait plus que le texan, en fait. Il fait plus que ça, parce que dans Inglourious Basterds, c'est pareil. Et là encore, on retrouve le personnage d'Inglourious Basterds, hein, c'est le même. Avec l'accent et tout. C'est un peu, mais dans Inglourious Basterds, il y a quand même du jeu. Il y a un truc. Il y a du jeu aussi, là. Il y a du jeu, mais c'est un personnage... Bon, dans les personnages secondaires, c'est le personnage le plus important des personnages secondaires, mais c'est pas son histoire, c'est l'histoire du jeune. Donc il est... c'est le côté caricatural de son jeu. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est producteur de ce... Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Il se donne. C'est ça, en fait, il se donne toujours un rôle. Il y a toujours un petit moment, parce que moi, dans Twilight Slave, je me disais, mais toi, il ne sert à rien. Je me disais, mais quand est-ce qu'il va arriver? Je voyais le film défiler, je me dis, mais c'est pas possible, que va-t-il faire? Et puis là, I can save you. Non, il sert plus, il est là quand même du début à la fin. C'est lui qui accueille les jeunes. J'ai pensé à ça quand tu dis le côté prof, c'est-à-dire le côté I will teach you how to survive. Voilà, avec un magnifique accent comme ça. Et j'ai l'impression que Brad Pitt, maintenant, depuis un moment, fait un peu ce genre de truc-là. Genre, c'est moi qui vais t'éduquer, ou c'est moi qui vais t'apprendre, c'est moi qui vais t'aider. Et je trouve ça très étrange, comme d'avoir vraiment, si tu prends 12 Years a Slave, là, je sais pas dans Fury, mais tu vois, il y a un truc un peu. C'est l'entre-deux entre la carrière flamboyante et la retraite, je pense. C'est peut-être ça. Non, mais voilà. Mais là, dans ce film-là, il a vraiment un côté encore Gary Cooper ou quoi. Il a vraiment un côté acteur hollywoodien à l'ancienne, quoi. Oui, toujours image parfaite tout le temps, alors qu'on est à la guerre,
qui à la fin est un peu ridicule. Voilà. C'est un film où il y a des bonnes choses. Le dernier Woody Allen, mon cher Seb. Oh, écoute, je l'ai vu hier. J'ai du mal à en parler. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de dire du mal de Woody Allen. Non, c'est horrible, mais je crois que c'est un des pires Woody Allen depuis très longtemps. Enfin, à mon sens. Mais non. Moi, je vais voir tous les Woody Allen chaque année. Bon, voilà, c'est mon Woody Allen. Faut aller le voir. Et je sais pas, j'ai quand même une certaine empathie pour Woody Allen à chaque fois. En fait, voilà, je trouve toujours quelque chose de bien à dire sur un film. Et là, putain, le petit quelque chose de bien, j'ai encore du mal à le trouver. Et c'est quand même incroyable. Je me suis emmerdé d'habitude. Alors, c'est bien simple. Je coupe mon portable à chaque séance. Je crois qu'un quart d'heure avant la fin, j'ai allumé mon portable. J'attendais un appel. J'ai allumé mon portable avant la fin. Ce qui m'arrive jamais. Hein, je me suis ennuyé. Alors, je sais pas toi, je me suis vraiment ennuyé. On voit les ficelles arriver. Alors, c'est un conte pour un film de magie. Enfin, sur un magicien qui est censé. Et je trouve qu'on le voit arriver au bout d'un quart d'heure du film, t'as compris. Et je sais pas, j'ai pas été convaincu par Emma Stone. Pourtant, il sait filmer les femmes, il sait filmer. Et ça fait pas partie de ces rôles, enfin des rôles féminins intéressants qu'on trouve chez les Woody Allen, je trouve. Enfin, bon, en tout cas, après, elle sort. Enfin, celui d'avant était celui avec Cate Blanchett, qui était très top. Le film d'ailleurs était. Enfin, moi, je l'avais pas trouvé terrible, mais elle était très très bien. Et là, je sais pas, rien ne ressort. Mais ce côté quand même intéressant sur ce mec qui, contre vents et marées, tient à son côté cartésien, mais est quand même prêt à croire de manière cartésienne au surnaturel, alors que l'autre, qui n'a aucun pouvoir surnaturel, en fait, finalement, cherche à le pousser à croire, finalement, à finalement laisser parler son cœur, au ressenti, à ce qu'il y a au fond de soi, c'est-à-dire ne pas choisir une femme juste parce que, comment dire, pour ses qualités mondaines, enfin son apparence mondaine ou ce qu'elle peut dégager, mais plus parce que on trouve vraiment qu'elle a des yeux et une bouche attirante. Donc, je trouvais intéressant, je sais pas, ce rapport et tout simplement dans, je sais pas, un rapport juste dans ce personnage. Enfin, je trouvais ça touchant, le personnage de Colin Firth, c'est ça, donc qui est quelqu'un comme ça droit dans ses bottes, qui veut croire que le monde est cartésien comme ça, et qui est prêt à croire même au surnaturel, même s'il ne s'explique pas tout, pourvu que pour lui, ah bah oui, si tu es capable de lire dans l'avenir, alors tu es capable aussi de savoir ça, donc ça veut dire, ah ouais, bah c'est bien, les scientifiques vont faire des études sur toi, ils vont savoir d'où ça vient, enfin il n'y a pas de souci. Et même, il se surprend à prier, et il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est complètement débile, enfin, je veux dire, là, tu vois, il peut pas aller jusque-là, ça reste un cartésien, même dans le surnaturel, quoi. Alors qu'en fait, voilà, finalement, le film a un message tout simple et touchant qui est de, simplement, j'ai envie de dire, voyez avec votre cœur, et voilà. Je pense que, encore une fois, c'est le genre de film où j'ai envie de dire à beaucoup de personnes qui parfois font des critiques, mais essayez pas de vous mettre au-dessus du film, essayez de voir, d'avoir aussi une naïveté, une innocence quand vous le regardez, il n'y a pas de mal à ça. Bon, il ne faut pas être forcément prolifique. Prolifique. Bon, dans le sens que, par exemple, il y a quelque chose que j'adore, par exemple, chez Bresson, il y a quelqu'un qui a fait 13 films, mais c'est un 13 chefs-d'œuvre. Oui, bien sûr. Alors, Woody Allen, c'est à l'opposé, on fait un film par an, comme ça c'était, bon, faire, c'est pas une industrie, c'est du cinéma, c'est de l'art. Alors, moi, je fais un peu de critique, parce que c'est vraiment... pour vendre, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas produire si abonnement, mais avec si peu de qualité. Il faut dire que l'affiche, nous on a une bonne affiche, mais l'affiche américaine faisait vraiment flipper. Oui, je me souviens. L'affiche collage. C'était le stagiaire sur Photoshop qui avait dit hey, I've got a great idea. Et Woody a vu puis a dit it's alright. Ils l'ont mis, mais ça faisait vraiment flipper. Ça fait vraiment l'affiche américaine vraiment très étrange. Et ça faisait vraiment peur.
bon, moi je Qui voit ce qu'il filme aussi. je suis vraiment, mais moi je suis vraiment comme Seb. En fait, même dans les Woody Allen mineurs, je vais faire une comparaison. Vous allez, les mecs, vous allez sortir à minuit. Vous allez sortir à minuit, les mecs. Je trouve que même il y a plus de choses dans un Woody Allen mineur que dans un Godard mineur. Pour moi, quasiment tous les Woody Allen sont mineurs. Je trouve qu'il a jamais fait. Voilà, il y a ça un jamais été un phénomène. grand Non, cinéaste. ça, c'est pas vrai. On en parlait Non, tout à l'heure, il y a un non, phénomène de c'est pas- complaisance, c'est pas vrai. de complaisance. avec- Il a fait des bons films. Il en a plus fait depuis 93-94, quoi. Oui, j'adore Anna et Oui, ses ça sœurs, va. c'est les années Voilà, 80. ça s'arrête Il y a Oui, Anna et en ses sœurs, 92, Anna et ses 93. sœurs, Manhattan, Annie Hall, on peut les citer, il y en a quelques-uns comme ça, mais c'est quoi? Il a fait 50 films au moins. Oui, Et il y en a, il y a peut-être 4 ou 5 chefs-d'œuvre et 15 films, bons films, et Mais il y a toujours 15 quelque... films Mais il y a toujours vraiment quelque chose à médiocres. sauver. Mais ça, mauvais. c'est de la Quelque complaisance. chose- Non, 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 c'est Oh toujours non, c'est sympathique. C'est pas de la complaisance. Non, c'est, mais il y a c'est- toujours, arrêter, c'est dans pas- Woody Allen, tu vas toujours avoir, je suis d'accord avec Seb sur Blue Jasmine, je suis pas hyper fan du film, il y a toujours une performance. Il a un une univers performance, attachant il y a et toujours on a un Il va y avoir, dialogue, il va y avoir je un suis d'accord. univers, il va toujours y avoir il va y avoir un moment où tu te dis, tu regardes quand même quelque chose qui est pas dégueu, quoi. Moi, j'avais vu la bande-annonce avant, et je me suis dit, cette scène, justement, qui va me faire dire, ouais, quand même. J'ai cru que ça allait être celle de l'Observatoire, là, et finalement, j'ai déchanté, mais vraiment, parce qu'effectivement, il se passe rien. Vraiment, il se passe vraiment pas grand-chose. Et j'ai pas été vraiment très convaincu par Colin Firth non plus, qui est quand même... Enfin, bon, là, de toute façon... Dernièrement, Colin Firth, c'est n'importe quoi. Ouais, Toujours. ouais, enfin, je sais pas, ouais, effectivement. Entre eux, avant d'aller se coucher et Moonlight, Magic in the Moonlight, C'est vrai qu'il est dedans. Je dirais juste, ça fermera pas le débat sur Woody Allen. Le prochain Woody Allen, c'est quand même Joaquin Phoenix qui est au premier rang, quoi. Je pense que ça ne sera pas dégueulasse, même si je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Phoenix chez Woody Allen, je pense que ça peut faire, après Paul Thomas, ça peut être marrant, quoi, je pense. C'est ça qui est intéressant, c'est que il y a toujours des Woody Allen plus excitants que les autres, justement. Et là, en l'occurrence, notamment avec le casting, et effectivement, Joaquin Phoenix, ça donne envie. Là, en l'occurrence, c'est... Oui, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Woody Allen alléchant. Minuit à Disons-le. Paris. Mais non. Et copain, pardon, C'est quand Minuit même à une Paris. série de cartes postales. Vous pouvez pas C'était dire- sympathique parce que c'était la fin de notre année de fac, on était heureux. Non, moi on j'étais très était en- content on de quitter était en cet ami- endroit immonde. On était en amis, mais c'était sympa. on peut pas- Mais le film est on quand peut pas- même. Non, mais Tu l'améliores. Je dis pas que c'est. Encore une fois, il a peut-être fait des films très mauvais. Il a tout un. Je dis pas que tous ses films sont mauvais. Celui-ci, enfin, depuis. C'est un film de Matchpoint, circonstances. il a jamais C'est un fait. film que tu apprécies selon les circonstances. C'est pas non plus. C'est pas grave. Enfin, il a pas fait de Moi, je bons trouve films, que de ça- vrais bons. J'ai Très bien bon aimé film, Minuit à intéressant. Paris aussi. Oui, bien Parce que aimé. c'est- D'ailleurs, mais tu passes oui, un mais bon c'est moment. pas- C'est bien, Ah, mais oui, c'est pas. mais moi, je dis pas chose, plus quoi. que ça. Mais pas une petite finalement. chose à la Cavalier, tu Ouais, vois. ouais. Mais moi, Pas une petite chose profonde, au final, une petite chose lisse. Non, mais au final, moi, je préfère voir un Woody Allen et passer un moment sympathique plutôt que de me taper des trucs avant d'aller se coucher tous les jours. Une petite baisse de régime, mais moi je pense, Woody Allen, c'est une espèce de mec, il a besoin de s'échauffer un peu. Voilà, ça Et fait après- 10 ans, 15 Non, ans. mais Ça en fait fait, 50 ans C'est qu'il s'échauffe. c'est quelqu'un. Oui, déjà. Woody Allen. Tu dirais De ça, toute ouais. façon, Woody Allen, c'est un peu comme cet auteur dont le nom m'échappe, cette auteure française. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, qui a des 40 romans dans ses tiroirs, Quand qui fait un quand tous fait un les tous les ans. Et Woody Allen, ça doit être un peu pareil, j'imagine. Mais lui-même dit qu'il Mais- n'est pas un grand metteur en scène, hein. Il le dit souvent dans les interviews. Ouais, Il absolument. dit, je sais pas pourquoi les critiques m'adorent. Moi, je trouve que je fais mes films, je me fais plaisir, il en fait tout le temps, donc voilà, faut pas s'attendre. Moi, j'ai abandonné Woody Allen depuis. Je suis retourné voir Minuit à Paris à cause de toi, mais c'était un moment très sympa. Mais oui, non. En fait, j'ai découvert tous les Woody Allen à l'époque de Vicky Cristina Barcelona. Je les ai tous regardés à ce moment-là. Après, j'ai dit bon, bah, je retournerai C'est pas plus un au grand cinéma. metteur en scène, mais il a quand même une place dans l'histoire du cinéma, Ah, c'est finalement, sûr, ouais. indéniable. Il y a quand même. Ouais, mais c'est une place qu'on peut interroger, moi, je trouve. La place qu'il a fini par prendre, Oui. et je pense Avec des films bien de- plus C'est importante, c'est légitime et en même temps. et en même temps, c'est bien plus important que ce qu'est son œuvre. Et moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez fou avec Woody Allen. En plus, c'est devenu
je sais pas, quelqu'un qui réussit beaucoup au box-office en France, c'est devenu une valeur sûre du box-office français. C'est-à-dire que le public français, en plus de la critique française, Télérama, Pierre Murat, qui ne s'en remettra peut-être jamais, de Woody Allen, et ben, le public français est fan. Ça dépend des films. Et il y a quelque chose à questionner. Non, Ouais, l'année dernière, il a moins marché parce que c'est un film peut-être plus moi, je vais te le dire, compliqué à appréhender, quoi. C'est surtout que c'est un film, on est en crise, les gens ont envie d'aller voir Samba et pas Blue Jasmine avec une nana qui pète les plombs parce qu'eux-mêmes pètent les plombs dans la vraie vie. Oui, mais Woody Allen, après, bon, il fait des films plus obscurs qui sont pas aimés non plus. J'avais beaucoup aimé Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Tu vois, ça c'était plus. Que personne n'a aimé, parce que pour moi c'est un film expérimental et personne ne comprend ce film-là. Moi non plus je le comprends pas. C'est 2010, ça. C'est 2010. Oui, mais c'est peut-être son dernier film au milieu d'une marée de flops qui tient la route, quoi. S'il y avait un seul film là à retenir ce mois d'octobre. Je dirais Gone Girl, ce mois-ci. Gone Girl. Gone Girl, Nico. Moi, c'est Mommy. Ouais. J'ai beaucoup aimé Les Léviathans. Moi, pour mon choix du mois, donc, moi je reste sur Mamie. Par honnêteté pour ma première impression cannoise, donc je reste là-dessus. Une femme sous influence de Cassavetes. Ah oui, on n'a pas parlé des ressorties. On n'a pas Revu à parlé des la ressorties. Filmothèque. On n'a pas parlé des ressorties, mais du coup c'est un peu. Mais j'accompagne Oui, on devait parler Nicolas J pour dire que cette année cinématographique est assez catastrophique. Eh bien, merci à tous les 6 d'avoir bien voulu décortiquer ce mois d'octobre. Rendez-vous à la fin du mois de novembre pour un grand débat. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.